tout le monde. On va commencer, on est encore au deuxième chapitre du cours de drainage. Je vais vous parler un petit peu, on va commencer à essayer de résoudre des problèmes d'écoulement d'eau souterraine basés sur les équations de Laplace que vous avez vues déjà, les narrations et un peu les explications. Et l'équation de Laplace, elle nous poursuit partout quand on travaille avec l'hydrodynamique et tout ça. Donc, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la théorie des dépuis Forchemer, qui, en fait, c'est une théorie qui a été développée par par Dupuis, excusez-moi, en 1800 quelque chose, 1980, une chose comme ça. Et après a été améliorée par Forchemer en 1930. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la théorie des Dupuis-Forchemer. En fait, la théorie est basée sur les hypothèses. Qu'est-ce qu'elle fait, en fait, cette théorie? C'est que l'équation de Laplace, quand on va travailler avec la nappe souterraine, souvent, la nappe, la forme de la nappe est non linéaire. Et en même temps, quand on va résoudre, par exemple, les problèmes d'infiltration ou des recharges d'une nappe phréatique ou des mouvements d'eau souterraine, la nappe est souvent aussi une des conditions de contour, une condition limite pour l'équation différentielle partielle qui est l'équation de Laplace, c'est que ça devient un peu plus difficile. Donc, Dupuis et Forchemer ont proposé des hypothèses pour, euh, ça c'est un gros mot, mais pour linéariser un peu l'équation de Laplace pour rendre plus facile la solution de ce type de problème-là. Donc, la première hypothèse de tous, c'est que l'écoulement est un régime permanent. Ça veut dire que l'écoulement, les flux d'eau, ils ne varient pas dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'il est nul, mais ça veut dire qu'il est constant dans le temps. OK? Une autre chose, c'est que l'équation de Laplace est applicable. Donc, l'écoulement, il faut que ce soit laminaire. On ne peut pas avoir la, des bruits d'eau qui se forment et tout. Le sol est homogène. Aussi, une autre chose, c'est que la relation entre la charge hydraulique et les flux est complètement linéaire. Donc, vous avez vu ça déjà dans le cours des processus système sol-eau, que pour des sols plus lourds, avec beaucoup d'argile, on perd un peu, on perd un peu cette linéarité entre excusez-moi, je vais étendre ça parce que sinon, la linéarité entre les flux, la densité de flux et la charge hydraulique. OK? Donc, la deuxième hypothèse, c'est que tous les vecteurs de vitesse dans une petite section de la nappe, donc ici on a, je ne sais pas si vous voyez les curseurs ici, donc ça j'ai le petit dessin, je vais essayer de l'augmenter un petit peu pour être plus facile, après je les descends. Donc ici c'est la nappe, ici on a la surface du sol, ok? On est dans un plan X, Y ici. Nous avons la nappe dans les puits ici, un peu d'observation pour mesurer la hauteur d'eau. Et là, on a la nappe phréatique qui est en train de se drainer vers ces puits-là, qui est maintenue à à une hauteur constante. Donc, si on prend une section de la nappe ici, par exemple la section MN, tous les flux de vitesse, tous les vecteurs de vitesse ici, ils vont être parallèles, ok? Ils vont entrer perpendiculairement, ils sont horizontaux complètement. Et ça pourrait être même un drain ici, si on veut, je sais pas comment je fais ça. Donc, imaginons, on va dessiner, on va prendre un drain ici, ok? Donc, ça serait la même chose. Donc, les flux vont rentrer parallèlement. Après, on va voir que quand il va rentrer vraiment dans le drain-ci, ils vont s'écourber. Mais là, on vient optimiser les hypothèses du puits Forchemer et on va rentrer plus dans dans les équations d'Hougaard et Ernest qui tiennent en compte les écoulements radiaux autour d'un drain. Pour l'instant, notre drain va être un fossé complètement ouvert qui est lié directement au substrat imperméable. OK? Une autre chose qu'il faut faire gaffe, c'est que
Les gradients hydrauliques entre deux sections, imaginons ces deux sections ici, un cas, M, N et M ligne et N ligne ici. Les gradients hydrauliques est linéaire. Okay? Même si c'est courbé ici, la surface est non linéaire, on va imaginer qu'ils sont très, très, très proches. Les angles vont la taille va être très petit. Donc, on peut calculer les gradients par l'équation de sinus ici ou par l'équation des tangentes en fonction de cet angle-là. OK? Pardon. Oups. En fait, cette dernière hypothèse, comme j'ai dit tantôt, elle reste valide si θ est très, très rapproché. Ça, c'est un problème. En fait, euh, quand on est loin du drain, en fait, on ne va pas avoir trop de problèmes parce que c'est quand l'eau va rentrer dans le drain ça va devenir de plus en plus non linéaire. Donc, c'est juste pour faire gaffe. L'équation n'est pas complètement valide. Les hypothèses ne sont pas complètement valides quand il va rentrer, le flux va rentrer. Mais pour ça, on va utiliser d'autres équations pour étudier spécifiquement cette courbure-là. Une autre chose que ça fait aussi, ces hypothèses, c'est que la nappe calculée au voisinage d'un puits est différente de celle des celles réelles. Donc, la nappe calculée par les hypothèses du puits Forchemer va être plus basse que la nappe réelle mesurée. OK? Donc, on sait déjà ça et on peut même estimer cette erreur après. OK? Donc, vous savez tous, on va garder les mêmes hypothèses pour dériver les équations d'écoulement d'eau souterraine, mais c'est la même chose qu'on fait pour l'équation de Richards ou l'équation de Laplace qu'on a vu tantôt. Donc, on coupe un petit morceau de sol où on va à la surface de la nappe phréatique. On va imaginer que dans cette portion, dans ce volume infinitésimal, on va avoir un flux qui rentre et un flux qui sort. Quand le flux rentre, il va gagner quelque chose, il va perdre quelque chose. Donc, c'est des dx qui va rentrer ici. Et après, on fait un peu de maths. La capacité du sol est stockée, ou la capacité de transmettre aussi cette quantité d'eau-là qui rentre et qui sort, on va donner par K, qui est la conductivité hydraulique. Donc, si vous avez toutes ces explications là-dedans, et ce qui est le plus important, on va arriver à l'équation de Laplace qui décrit en fait les mouvements d'eau ou les variations de hauteur d'eau en fonction de l'espace, parce que comme on a dit tantôt, les hypothèses des puits Forchemer, ces équations-là, elles vont être valides seulement pour un flux, un régime permanent, donc les temps, dt, des flux sur dt est égal à 0, donc dt il part, on n'a pas de dt. Okay? Donc avec ces équations-là, on peut calculer la hauteur de la nappe entre deux puits d'observation, ou alors entre deux drains, ou alors entre deux fossés. Okay? On va prendre les cas les plus faciles possibles. Donc on prend l'équation antérieure, qui était celle-là de Laplace, et là, on va juste calculer en une dimension, parce qu'on veut pas savoir, on veut savoir juste la hauteur de la nappe. Donc pour ça, on va intégrer ici deux fois, parce qu'on a deux dérivées, donc on intègre deux fois cette équation ici. Et à partir de ça, on va trouver une équation parabolique. Okay? Et après un aménagement, on va dire à x égale à 0, on va avoir des conditions de contour. À x égale à L, on va avoir d'autres conditions de contour. Entre ces deux-là, ça va être une variation entre 0 et x. Okay? Donc, à partir de ça, on va pouvoir calculer les flux entre deux puits d'observation en tenant compte les hauteurs ici, les hauteurs piézométriques, H1 et H2, donc H1 et H2. Le plus important ici, c'est toujours prendre la même référence, ça vous savez tous déjà. Et les flux vont dépendre de la distance et de la conductivité hydraulique. D'accord? Donc, on va aller faire les petits exercices qu'on propose dans les notes de cours. J'avais fait un petit code dans Maple. Moi, j'utilise j'utilise Maple aussi, j'utilise R. Donc, ces premiers-là, on va prendre la première figure qu'on avait pour les notes de cours.
OK? Donc, j'espère que vous voyez bien ça. Là. Je vais juste fermer. Donc, on a ces petits schémas ici. Donc, on a mesuré la nappe ici 10 mètres par rapport au fond, en substrat imperméable. Et H2, c'est égal à 6 mètres. Donc, ici, j'ai déjà rentré les données parce que c'est plus facile pour moi. Donc, H1 égale à 10. OK? H2 est égal à 6. La distance entre les deux puits est égale à 100 mètres. Et on veut calculer la hauteur de la nappe à mi-écartement, ici. OK? Donc, quand x est égal à L sur 2. Donc, on va prendre l'équation, cette équation-là, h égale à racine carrée des h1 au carré moins h1 carré moins h2 carré fois L sur x sur R. Et là, on vient calculer h égale à 2,25 en fait. Et tout ça, c'est en mètres. Ça, c'est un truc que j'aime pas dans Maple. J'ai aussi fait un exemple sur R, si vous voulez. Donc, là, ici, dans R, moi, je travaille beaucoup sur R Studio. OK? Donc, je viens définir mes variables ici. Donc là, mon H1 égale à 10, H2 égale à 6, L égale à 100. Là, je pourrais même, je vais mettre mon X égale à L sur 2. Okay. Là, je lance des calculs. Donc, juste pour, excusez-moi, j'étais un peu vite. Ça, c'est RStudio. Donc, c'est un éditeur qui fait une interface entre R, le logiciel R, et notre façon d'écrire ici. On va écrire des codes ici, on va les lancer en bas dans la console et on va avoir les résultats au format graphique ou alors en format des chargements de variables qu'on a ici. OK? Donc, vous voyez ici, je viens de rentrer x égale à L sur 2. Donc, il vient ici, il vient calculer déjà L sur 2. Après ça, je rentre la même équation. Vous voyez que le problème avec R, c'est qu'il ne fait pas une bonne... il rend pas belle l'équation comme dans Maple. Donc, vous voyez ici, les équations sont en langage plus code. OK? Depuis le temps que je calcule, je préfère ça que l'autre, en fait. Donc, on vient ici juste lancer ces calculs-là. Donc là, on vient en bas, il est chargé. Et là, si il vient de calculer H, qui est 2.24 ou 2.246, 2.25, si je demande qu'il imprime, vous voyez qu'ici, il va nous donner les H maximum entre les deux points. OK? Ce que je trouve cool avec R, c'est qu'on peut explorer un petit peu. Donc, imaginons, je veux faire, on prend les petits dessins qu'on était avant. Donc, ici, je veux savoir, en fait, je veux faire un tracé de la nappe d'ici jusqu'ici, donc de x égale à 0 jusqu'à L. Donc, dans R, c'est facile à faire. Je viens ici, je vais apprendre l'équation à nouveau. L'unique chose, c'est que je vais faire une séquence. Je vais créer un vecteur. Donc, si je fais ça, il a chargé un vecteur. Il a dit que x, maintenant, c'est un vecteur qui va de 1 à 101. Il va compter 0. Il va avoir 100 éléments, mais il va compter 0. Donc, 1, 2, 3, 4. By 1, c'est ça ici. Donc, si je voulais même faire plus précis, je pourrais faire un 0.5. Je n'ai pas besoin d'être entier. Donc, vous voyez qu'il part. Là, il y a la longueur du fichier du vecteur est beaucoup plus grosse. OK? Donc, là, j'avais l'équation ici. Donc, l'équation, j'appelle h. Et là, la fonction plot, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre mon x, qui a des 0 à 100, mais divisé par 0.05. Il va prendre tous ces vecteurs-là, il va les mettre ici, dans la valeur de x. Donc, il va créer h maintenant, va être un vecteur. Donc, vous voyez qu'il y a h ici, c'est juste un chiffre, OK, un numéro. Là, quand je vais plotter, normalement, il devrait... Non, il ne va pas faire ça, mais je vais le faire avant. Là, je viens charger. Donc là, j'ai fait une erreur ici. Pourquoi? Parce que les x et les y sont différents, parce que mon h ici est juste un nombre, et mon x, il y a une séquence de nombres. Donc, il faut que je calcule à nouveau mon h. Donc, si je viens calculer à nouveau, vous voyez que mon h ici a la même longueur maintenant que mon x. Et à ce moment-là, je peux faire la fonction plot qui va nous donner la nappe. Donc ici, on a 6.
je pourrais juste faire un petit truc si vous voulez ici. Je vais commencer à 4 pour être plus beau. Donc ici, quand mon x est égal à 100, on a 6. Quand mon x est égal à 0, on a 10. Et entre les deux, on va avoir la hauteur de la nappe. OK? Donc, merci beaucoup.